Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler du Comedy Spot, le partenaire de Compose. Le but de la SBL créée par Mélanie et Salim, c'est de ramener la scène montante du stand-up belge dans le Brabant wallon et dans une ambiance comme à la maison. L'agenda du Comedy Spot est à retrouver sur Instagram et Facebook à Comedy Spot ASBL. C'est lors de l'un de leurs plateaux que j'ai découvert l'humoriste qui va suivre, Compose, épisode 21. Et depuis tout petit, j'ai toujours été le moteur de plein de trucs. Quand il fallait aller au parc jouer au foot, c'était moi qui organisais. J'organisais des soirées quand j'avais 18 ans. J'ai un club de mini-foot que j'ai créé avec mon frère. Enfin, j'ai toujours lancé mes propres projets et j'ai toujours voulu mener mes propres trucs. Et plus je vieillis, plus j'ai du mal à faire autrement. Pas parce que j'aime pas travailler pour quelqu'un, c'est juste parce que j'aime cette liberté de me dire ok, demain j'ai envie de faire ça. Ça me prend 2 ans de ma vie, mais je m'en fous, je dois rien à personne et je le fais quoi. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Lorenzo Mancini, architecte et humoriste. Ensemble, on a parlé de ses débuts dans l'humour, du Next Prince of Comedy qu'il a gagné, de la façon dont il a construit son premier spectacle, Origami, de comment il combine ces deux métiers, du fait qu'il aime mener ses propres projets, de la scène stand-up belge qui est très grande aujourd'hui, de ses bides, du fait qu'il aime les concepts, de son court-métrage « Je vais mourir demain ». Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Lorenzo d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec grand plaisir. Tu es donc architecte et humoriste. J'aimerais d'abord savoir comment est né en fait ton intérêt pour l'humour. C'est une question incroyable ça. Je sais pas en fait. C'est un vrai truc. C'est pas un truc inné depuis tout petit je veux être comédien, pas du tout. Jusqu'à il y a 3 ans et demi, enfin avant de commencer le stand-up, je me disais que jamais je pourrais. Enfin que c'était pas un truc pour moi et que j'avais jamais envisagé en tout cas de monter sur scène et donc je crois que c'est né du fait d'avoir vu mon cousin monter sur scène 1 an avant moi. Et que j'étais dans une période de ma vie où je faisais plein de nouveaux projets, où j'essayais justement de sortir un peu de mon quotidien d'architecte et on va dire de la voie tracée, on va dire plutôt, pas banale, mais classique, ouais, c'est ça, exact. Et en fait, en le voyant et en allant m'intéresser un peu au monde de l'humour et du fait que je m'intéressais surtout en vidéo, je regardais je consommais beaucoup de stand-up, mais j'imaginais pas du tout monter sur scène. Ça m'a donné envie d'essayer. Et puis la chance c'est que quand tu essayes et que ça se passe bien les premières fois, t'es pas dégoûté, donc t'as envie de recommencer. Et puis voilà, une fois que t'es dedans, t'es bloqué. Et les premières fois, en fait, tu voulais parler de quoi sur scène ? C'est une très bonne question. J'avais aucune... En fait, je suis pas monté sur scène avec un propos à défendre ou un truc particulier à dire. Donc, je sais que mon premier sketch, j'ai écrit plein de blagues et puis je les ai mises ensemble et puis j'ai essayé de faire un truc qui tenait 5 minutes. Surtout que c'était un concours. Donc, la première fois où je suis monté sur scène, c'était le concours du Next Prince of Comedy qui est au Kings of Comedy Club. Oui, tu commences pas par n'importe quoi non plus, quoi. Ouais, mais je suis un peu insouciant des fois. Des fois, je me rends pas toujours compte de ce que je fais. Et donc, j'ai vraiment... Je suis pas monté avec une idée particulière de sujet, quoi. J'ai écrit des blagues. Et j'en ai encore quelques-unes que j'ai gardées dans mon spectacle. Je sais que je parle du fait que, par exemple, quand tu passes à la télé, t'es obligé, si tu veux, par exemple, aller à The Voice ou une émission comme ça, t'es obligé d'avoir une histoire un peu hyper triste et tout, parce que les téléspectateurs adorent ça et que moi j'ai une vie plutôt cool et que du coup je pouvais pas passer à la télé. Je crois que c'était un truc là-dessus. Et comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que t'as ressenti en fait la première fois que t'es monté sur scène ? La première fois ça s'est hyper bien passé. Alors il faut savoir que je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment drôle ou parce que je connaissais un quart de la salle, mais je pense que ça s'est vraiment bien passé parce que le gérant du Kings après m'a fait des compliments, etc. Donc je pense que ça s'était vraiment bien passé au-delà du fait que j'avais des complices dans le public. Mais ça, en fait, c'est un côté drogue, c'est-à-dire que tu montes sur scène et tu te rends compte de ce que t'as créé
t'as le retour direct en fait En fait, c'est très marrant parce que je compare souvent ça à l'architecture, c'est que dans l'architecture, le délai entre la création dans ton cerveau et la matérialisation est de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc en fait, ici, entre la création et le retour, il y a des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais les délais sont beaucoup plus courts. Et donc t'as une sorte de mini-drogue de OK, ce que j'ai écrit chez moi et que je trouvais drôle, en fait tout le monde trouve ça drôle. Donc c'est une sorte d'effet très direct et très cool du coup. Et donc, comment ça se passe le Next Prince of Comedy? C'est combien d'étapes? Et il y a combien d'humoristes comme ça qui montent sur scène? Et comment se déroule le concours, en fait? Donc, en fait, chaque année, il y a un nombre de participants qui diffère. Moi, j'ai participé, du coup, la toute première fois quand j'ai commencé, puis j'ai reparticipé quelques années plus tard, enfin 2 ans plus tard ou 2 ans et demi. La première fois, on était 16, et en fait, le premier round, c'est la sélection de 16 humoristes. Donc là, il n'y avait pas de sélection, mais par contre, ils font un classement des 16 humoristes qui fait que après, ça se divise comme la Coupe du Monde en 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Et en fait, le premier classé joue contre le dernier, le deuxième contre le 15e, troisième contre 14e, etc. Et puis, c'est à élimination directe, en fait. Et à chaque étape du concours, il y a des contraintes en plus, en fait. Donc, à la base, c'est des thèmes libres, puis il y a des thèmes imposés, puis je sais que quand tu arrives en demi-finale, tu dois faire une chronique radio. En finale, tu as une chronique radio, 30 minutes de spectacle, plus une vidéo. Et donc, en fait, chaque étape, il y a de plus en plus de contraintes et de demandes, quoi. Et en fait, il y en a qu'un qui gagne. Et c'est toujours très cool parce que c'est il y a un jury, il y a un peu. Enfin, moi j'aime bien tant que ça reste bon enfant et que les gens sont pas trop déçus, parce qu'effectivement il y a toujours un peu de déception dans les concours, mais je trouve ça cool parce que les contraintes, ça te pousse à réfléchir à des trucs auxquels t'auras peut-être pas réfléchi tout seul. Et donc voilà, en gros, on part de X humoristes, première sélection de 16, et puis c'est 8e jusqu'en finale avec des étapes intermédiaires avec des contraintes en plus. Et la dernière fois où j'ai participé, on était 32, donc là c'était beaucoup plus compétitif entre guillemets. Et là, même chose, même principe. Et c'est celui-là que tu as gagné? Ouais, tout à fait. Donc ça c'était en octobre ou septembre cette année. Et c'est celui que j'ai gagné, qui fait que maintenant je joue mon spectacle au Kings 1 fois par mois. Je fais ma petite pub. Hein, c'est bien placé. Entre vous, en fait, il n'y a pas trop de compétition non plus au sein du concours? Alors c'est marrant parce qu'avec le recul, la première fois où j'ai participé, je connaissais personne. Et donc t'arrives, tu fais tes blagues et voilà. Là, ce qui est marrant, c'est qu'avec les années, on se connaît quasi tous. Donc on sait quand on tombe contre quelqu'un, qui vaut quoi, quel type d'humour, etc. Donc il n'y a pas de rivalité, je vais dire de rivalité assumée. Mais après, je pense que tout le monde a envie de gagner, que au fond tout le monde est déçu quand il perd, etc. Donc, mais il n'y a pas de, enfin en tout cas, j'ai pas entendu ou vu de grands scandales et des trucs. Tout le monde prend ça aussi avec beaucoup de recul. Ça change pas une vie de gagner ou de perdre, même s'il y a des gens qui ont gagné, qui en ont bénéficié et qui en vivent aujourd'hui. Donc, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas 1 million d'euros en jeu et voilà. Et en plus d'avoir ton spectacle comme ça programmé, est-ce que y a autre chose, il y a un accompagnement ou c'est vraiment ton spectacle comme ça programmé? On reçoit 500 € pour la victoire, plus programmation du spectacle 1 fois par mois. Voilà. Et j'imagine que outre cette programmation de spectacle, ça aide aussi au niveau de la visibilité, d'être comme ça, enfin tout au fil du concours. Le truc, c'est que c'est pas hyper connu dans le monde des moldus, on va dire, des gens qui connaissent pas le stand-up. Donc c'est pas que dès que tu gagnes, l'RTBF qui t'appelle, tu veux faire une chronique à la radio. C'est pas aussi direct comme conséquence ou comme truc cool qui t'arrive. Mais par contre, c'est toujours chouette quand tu dis
sur un CV, quand on te propose un concours, un machin, que tu dis que tu as gagné une X-Sprint, c'est du Kings of Comedy Club, qui a quand même une renommée dans la francophonie de manière générale. Bah, c'est comme quand tu as eu une grande 10 à l'UNIF, quoi. Les gens se disent, ok, bon, s'il a une grande 10, c'est un bon CV, quoi. C'est que, ouais, c'est ça. C'est qu'on fait plus confiance les yeux fermés parce que bah, si tu as gagné ce concours, entre guillemets, c'est que tu sais que tu es un minimum marrant, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est ça que ça apporte. Bah, le fait de jouer ton spectacle, c'est très, très cool, effectivement, aussi aux Kings. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais, c'est ce côté, on t'oblige à écrire sur des sujets. Enfin, tu vois, t'es obligé d'avoir une certaine rigueur pendant les semaines du concours. Et donc, ça, c'est aussi, c'est pour ça que je le conseille à tout le monde de le faire, même si c'est hyper subjectif et que voilà, ceux qui gagnent pas, c'est pas très grave. Et il y en a qui ont pas gagné et qui font leur carrière, donc voilà, c'est pas très très grave. Mais par contre, ça amène une rigueur pendant quelques semaines où tu dois toutes les semaines sortir 5 minutes, les jouer, les essayer, les tester. Donc ça, c'est cool aussi en termes tu te crées une sorte tu comprends comment fonctionne le monde de l'humour et comment tu dois travailler pour arriver à être productif 5 minutes par semaine, quoi. Et ça te fait un peu sortir aussi de ta zone de confort? Bah, ça dépend des thèmes imposés. Ça fait... En fait, moi, la toute première fois, ça m'a fait complètement sortir de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait de stand-up et que chaque semaine, on me disait tu dois écrire sur ça, et que je savais même pas sur quoi moi je voulais écrire. La deuxième fois où je l'ai fait, c'était plus simple pour moi parce que j'avais déjà derrière moi au moins 30 minutes de matos que je pouvais utiliser dans le concours et que je pouvais remodeler en fonction des sujets qu'on me donnait, etc. Donc la première fois c'était vraiment très rigoureux parce que c'était toutes les semaines et toutes les semaines il fallait sortir 5 minutes, même si ça a duré que 3-4 semaines, hein, mais là c'était une sorte de pression. La deuxième fois aussi, avec le recul, tu prends ça avec moins de... Enfin, moi j'étais cool ok, si je gagne pas c'est pas grave, si je gagne tant mieux, mais j'étais très cool avec ça, donc il y avait pas une pression énorme la deuxième fois. Comment ça se passe? Comment tu travailles tes blagues? Comment tu construis en fait comment t'as construit déjà ton premier spectacle? C'est une très bonne question parce que je pense que je suis un des humoristes je vais pas dire en Belgique parce que je connais pas tous les humoristes de Belgique, mais de ceux que je côtoie qui est le plus à cheval sur la construction justement du spectacle et ne pas essayer de juste avoir des blagues collées les unes aux autres. C'est un truc qui moi me touche. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis juste que j'ai essayé en fait, de manière générale, dans le stand-up, le stand-up de base, c'est des blagues collées ensemble et on essaie d'en faire une sorte de fil rouge avec une petite histoire, etc. Alors que dans le théâtre, on est plus dans la construction d'un spectacle complet qu'on vient proposer en une fois comme une œuvre. Et j'essaie d'être un peu entre les deux. Donc, j'ai vraiment essayé de travailler le spectacle comme un seul propos d'une heure. Et pour la première fois où je l'ai joué, pour une première, ça ressemble déjà à un spectacle, mais je pense que je peux aller plus loin encore là-dedans et qu'au fil du rodage, ça va se peaufiner et que comme j'ai expliqué tout à l'heure, chez moi, j'ai un mur en liège où j'ai mis tous mes textes et je fais un peu comme dans les enquêtes du FBI, là, je mets des flèches partout, j'essaye de créer des liens entre toutes les parties pour essayer justement que ce soit une sorte d'ensemble cohérent d'une heure. J'ai remarqué aussi sur la première fois où je l'ai joué que le fait d'avoir un ensemble cohérent d'une heure oblige le public à être très attentif. Parce que s'ils ratent des infos, ils comprendront pas la suite du spectacle et que c'est une des manières de garder l'attention et le rythme dans un spectacle, c'est la construction en elle-même. Donc voilà, j'essaie de construire ça. C'est peut-être mon côté architecte, d'avoir une vraie structure. Moi, j'ai d'abord fait la structure de mon spectacle avant d'écrire les blagues dedans, ce qui est pas toujours, je crois, la norme. Où je pense que tout le monde ne travaille pas comme ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi où tu qualifies ton humour d'humour intelligent. C'est dans la construction aussi et dans les blagues. En fait, l'humour intelligent, c'est une blague. En réalité, je trouve pas ça si intelligent. Je trouve juste que... en fait, je trouve ça marrant, le côté... Je fais de l'humour intelligent et puis je fais des jeux de mots débiles. Ouais. Et donc, il y a une sorte de contraste entre les deux qui est assez drôle. Moi, je dirais pas que c'est de l'humour intelligent parce que je pense pas révolutionner le monde de la pensée avec mes blagues. J'essaye juste... En fait, ce que j'aime bien dans l'art de manière générale,
j'aime bien des artistes comme Orelsan ou comme Stromae parce qu'ils arrivent à allier des trucs très populaires quand même des œuvres qui ont du sens et qui sont pas juste de la musique pour de la musique. Il y a du fond, il y a une sorte de réflexion, etc. Et j'essaye d'allier dans le stand-up ces deux mondes, ce monde populaire avec des références très populaires comme... j'aime bien, j'ai des blagues sur Freud et en même temps je parle de Booba. Et donc c'est ce genre de trucs que j'aime bien. Et c'est pour ça que le côté humour intelligent et à côté je fais des blagues très, très pourries sur des jeux de mots débiles que tout le monde pourrait faire. C'est allier ce truc de, ok, il y a une réflexion, mais en même temps, ça reste très populaire et très accessible à tout le monde. Et donc, j'essaye de faire ça. Ouais, quand t'écris, t'imagines un peu le public que t'as en face de toi, enfin, entre guillemets, ta cible, ou pas forcément? Non, pas du tout. Je pense que j'essaie de faire un truc que j'aime bien, et puis les gens qui colleront, aimeront, et tant mieux. Par contre, je me pose la question de l'universalité. Je pense qu'un des trucs dans l'humour, qui fonctionne, c'est le fait d'être universel. Et quand tu racontes quelque chose, je me demande toujours, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre ou ne pas être intégrés dans ce que je suis en train de dire? Et si oui, j'essaie de le faire de manière consciente en me disant, ok, je peux pas parler tout le temps à tout le monde, mais j'essaie d'être le plus, je sais pas si on peut dire inclusif, mais le fait que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que je raconte, quoi. Ouais. Donc, d'un côté, je pense à ça, donc je pense un peu au public, mais j'écris pas en me disant ça, le public va aimer, ou ça, non, j'écris des trucs qui me font rire, et puis je me demande comment vendre ça au maximum de gens. Je sais par exemple que des fois j'ai de l'humour un peu absurde, et que c'est pas toujours... tout le monde n'aime pas ce type d'humour, c'est pas tout le temps accessible à tout le monde, et donc je me demande toujours comment réussir à faire rentrer les gens dans un délire qui n'est pas spécialement... accessible à tout le monde, ouais, c'est ça. Et quels sont les humoristes, toi, qui t'inspirent ou dont tu aimes l'univers, en fait? C'est très compliqué à dire. Pourquoi? Parce que j'aime souvent des humoristes pour une raison. Si je prends, par exemple, rien que l'humoriste qui me fait le plus rire, c'est Guillermo Guise. Par contre, son univers, je trouve je ressemble pas du tout à son univers. J'adore Haroun, sa manière d'être sur scène, sa manière d'aborder les sujets de fond, sa manière de pas bouger aussi, enfin de pas bouger, c'est peut-être j'exagère un peu, mais sa sobriété gestuelle, etc. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers de Adib Al-Qaïdé qui est un peu moins connu, qui est sur Netflix. Je le dis à tout le monde, il faut aller le voir parce qu'il a un 30 minutes sur Netflix qui est je trouve que ça c'est ce que je trouve c'est intéressant parce qu'il y a du fond. Des fois, c'est un peu absurde. Des fois, c'est un peu la personne qui m'inspire le plus en termes de style humoristique, je crois. Mais du coup, j'aime beaucoup de gens pour beaucoup de raisons différentes. Mais j'ai du mal à dire, voilà, ça c'est mon humoriste préféré. J'ai des références, mais pour certains points précis, mais pas d'artiste où je me dis, ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Bah, tant mieux, cela dit, de ne pas vouloir faire exactement la même chose que quelqu'un. Tout à fait. Je pense que c'est le style de nouveau, hein. C'est les études d'architecture, ça, où on nous apprend En fait, c'est très marrant, mais on nous apprend à... ok, tu dois construire un bâtiment de 10 appartements, tu as tel type de terrain, un terrain en pente. On nous dit, va voir des références de bâtiments de 10 appartements avec des terrains en pente, pas pour recopier, mais pour comprendre que tu dois pas à chaque fois repartir de zéro et qu'en fait, ce qui est plus intéressant, c'est de prendre plein d'éléments, de plein de trucs différents pour en faire ton propre projet, mais de pas perdre ton temps de recommencer à zéro. Parce qu'en fait, on a déjà dessiné des appartements, on sait comment dessiner des appartements. Est-ce que tu vas te reposer la question de est-ce qu'il faut une toilette, non, tout ça tu peux déjà utiliser des bases de données, enfin des projets références. Et donc je pense qu'en architecture, c'est comme ça que j'ai travaillé de base, c'est que je me suis dit ok, ça j'aime bien chez lui, ça j'aime bien chez lui, ça j'aime bien chez lui. Ok, comment moi je fais mon truc avec tout ça, quoi. Et justement, aujourd'hui, comment tu combines un peu ta vie d'architecte et ta vie d'humoriste? Je dors pas beaucoup. Comment je combine la chance que j'ai, c'est que je suis architecte indépendant depuis 1 an et demi. Donc je travaillais pour un bureau pendant 8 ans avant. Et là, c'était un peu complexe parce que les dernières années, j'avais mes horaires de bureau qui étaient environ 9h-17h.
Puis le soir, il y avait les scènes, puis je joue au foot, puis j'avais mes projets personnels aussi en tant qu'architecte. J'avais déjà des projets privés, et puis j'ai compris qu'un jour il fallait que je fasse un choix, que je pouvais pas continuer de tout faire en même temps. Et donc j'ai décidé de me lancer en tant qu'architecte indépendant. Et donc l'avantage, c'est que mes journées, je fais ce que je veux quand je veux. Je gère mes horaires en fait. Et donc ça me permet d'être très flexible. Quand on dit ok, shooting photo à 14h un mardi, si quelqu'un a des horaires de bureau, impossible d'y être. Moi, je peux m'arranger avec mes clients, voilà. Et donc je travaille aussi beaucoup le soir. J'aime beaucoup tout ce qui est de dessin de plan, etc. Faire ça le soir quand tout le monde dort et que je suis seul face à mes plans et avec des séries souvent. Et les deux métiers comme ça t'apporte, toi, des choses vraiment différentes au niveau notamment de ta créativité? Je pense que de manière générale, quand tu fais... quand t'es moteur de création, toutes les influences que tu peux avoir autour de toi t'amènent une spécificité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes humoristes et que du coup, ça me donne sûrement il y a une facette de moi sur scène qui est cet architecte et que ce soit architecte, que ce soit n'importe quoi, je pense que c'est toujours cool d'avoir plein d'influences qui sont hors du métier pour pas voir le métier avec un seul prisme qui est je suis humoriste et je fais que ça, quoi. Donc oui, je pense que en plus ça m'a influencé sur beaucoup de choses parce que c'est des études artistiques. Donc dans les études artistiques, on t'apprend une méthode de travail, on t'apprend c'est quoi une direction artistique, c'est qu'est-ce que tu veux proposer. Je pense qu'il y a des trucs auxquels j'ai pensé parce que je sais que j'ai pensé à ça quand j'étais dans mes études. Un des trucs, par exemple, c'est que mon spectacle s'appelle Origami, qui est un concept. Les concepts, c'est des trucs nous, en architecture, qui étaient fondamentaux parce que quand tu devais présenter ton projet, tu devais le présenter en une phrase, en un mot, et les gens devaient le comprendre, quoi. Et donc j'essaye pas, c'est que c'est ancré en moi de maintenant travailler de cette manière, d'avoir une direction artistique, de se demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Et tout ça vient de l'architecture. Aussi, le fait que je suis quelqu'un de très organisé, tout ça, ça vient de mon métier, parce que quand t'es architecte, tu dois gérer les chantiers, les clients, etc., etc. T'as pas trop le choix. Et donc, clairement, ça fait partie de ma personnalité, et ça influence clairement ce que je crée, ce que j'essaye de proposer sur scène, ça, c'est sûr. T'imaginais, plus jeune, peut-être pendant tes études, devenir un jour indépendant, ou pas du tout? Oui, complètement, parce que je sais que j'ai toujours été moteur de mes propres projets. En plus, il faut savoir qu'en architecture, on est quasi tous indépendants, dans le sens où même quand je travaillais pour un bureau, en fait, t'es là en freelance, donc t'es payé à l'heure, en gros. T'es pas employé de bureau, etc. Donc tu es déjà projeté. Moi, j'avais mon père qui avait un resto, donc qui était aussi indépendant, et depuis tout petit, j'ai toujours... été moteur de plein de trucs. Quand il fallait aller au parc jouer au foot, c'était moi qui organisais. J'organisais des soirées quand j'avais 18 ans. J'ai un club de mini-foot que j'ai créé avec mon frère. Enfin, j'ai toujours lancé mes propres projets, et j'ai toujours voulu mener mes propres trucs. Et plus je vieillis, plus j'ai du mal à faire autrement. Pas parce que j'aime pas travailler pour quelqu'un, c'est juste parce que j'aime cette liberté de me dire ok, demain j'ai envie de faire ça. Ça me prend 2 ans de ma vie, mais je m'en fous, je dois rien à personne et je le fais, quoi. Donc ouais, le côté indépendant, je l'ai depuis très longtemps, ouais. Et tout ce que tu as acquis justement par rapport à tes études, par rapport à la structure, l'organisation et tout ça, ça t'aide vraiment dans ton projet d'humoriste aujourd'hui aussi? Ouais. Mais je vois par exemple rien qu'un truc, c'est que on nous a beaucoup parlé en architecture de communication. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur projet du monde, si ton panneau le jour de la remise devant le jury est moche, tu peux avoir le meilleur projet du monde, si les gens sont pas compétents, ils vont juste voir un panneau moche et ton projet personne ne le lira. Et donc je vois par exemple aussi en termes de communication, etc., que je me réfléchis toujours en avance, ok, comment je fais pour mettre en avant mon spectacle, comment je fais des affiches, je fais quasiment tous mes visuels tout seul, parce que du coup, de nouveau, en architecture, tout ce qui est graphisme et tout, on est un peu obligé d'y toucher. Donc ouais, je pense à plein de trucs de nouveau qui me viennent de mes études,
Et aussi de ce côté indépendant, c'est-à-dire que quand j'ai 18 ans, je fais une soirée à l'école, je dois faire des flyers, je me dis ok, comment je vais les faire, je les fais moi-même, et j'aime bien aussi apprendre des nouvelles choses et comprendre plein de nouveaux trucs, et donc j'essaye de toucher à tout, même si des fois je me rends compte que y a des limites et que tout est un métier au final, mais j'aime bien au moins comprendre comment ça fonctionne. Et ça, de nouveau, j'en reviens à ça, mais quand t'es architecte, en fait, t'es pas électricien, t'es pas plombier, t'es pas maçon, mais tu dois comprendre les principes parce que sinon tu sais pas gérer comme un chef d'orchestre un projet. Et donc j'aime bien ce côté chef d'orchestre, même je veux dire ma carrière, même si pour l'instant c'est pas encore une carrière, mais même de ma passion qui est de monter sur scène, j'aime bien me dire que je suis chef d'orchestre et que je comprends un peu de tout, même si je gère rien, mais je comprends un peu tout pour pouvoir être maître de mon propre projet. Et tu le disais, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, ça a été un peu vite. Ça a été vite finalement par rapport à des humoristes qui font des scènes depuis 10 ans et qui seulement aujourd'hui sont programmés comme ça de manière assez régulière. Tu t'attendais à ce que ça aille vite comme ça et comment tu l'as vécu en fait, le fait que tout s'est enchaîné? Mais c'est vrai que c'est très rapide parce que en plus que dans les 3 ans, on enlève 1 an et demi de Covid, donc en réalité... Mais je pense que la grande différence avec l'ancienne génération, c'est qu'on a la chance de pouvoir jouer beaucoup. Moi, si je veux, je peux jouer 5 fois par semaine. C'est-à-dire que à l'époque, pour jouer, c'était 1 fois par mois et encore il fallait se battre pour trouver des scènes, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant, c'est pour ça. Parce que le stand-up est en train de prendre une ampleur. Il y a vraiment un truc en Belgique, on sent qu'il y a de plus en plus de scènes, de plus en plus de médias qui s'y intéressent. Des podcasts. Je pense qu'il y a 10 ans, des podcasts sur des humoristes, ça n'existait pas. Donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au monde de l'humour et que du coup on a cette chance de pouvoir en profiter, nous, en jouant beaucoup, et donc en allant peut-être plus vite qu'à l'époque. Maintenant, je pense que plus t'attends, plus t'es fort aussi, donc peut-être que je serais meilleur dans 1 an, peut-être que si j'avais fait un spectacle dans 1 an, il aurait été plus drôle, ou plus intéressant, etc. Moi, je pense aussi que comme dès le début, j'avais de nouveau cette idée de direction artistique de « ok, c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est ça que j'ai envie de proposer », je pense que j'ai passé des étapes de ce point de vue-là, dans le sens où je suis très atypique, je pense, sur scène, et la plupart des gens me le font remarquer ou me le disent, parce que dès le début, je savais plus ou moins vers où je voulais aller. Maintenant, ça va évoluer sûrement, peut-être que dans 5 ans, je ferai pas du tout la même chose, mais j'avais très vite envie d'aller vers un spectacle pour avoir la possibilité de mettre en avant tout ce côté conceptuel que moi j'aime bien, ce côté ok, c'est un spectacle, ok, il y a un propos, ok, il y a un truc que sur 10-12 minutes c'est très compliqué à mettre en place. Mais je pense que de base, si on va, parce qu'on est une nouvelle génération à aller plus vite, c'est parce qu'on a juste plus de chance, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est juste parce qu'on a plus d'opportunités. Et je pense aussi qu'il y a plus de stand-up de manière générale, et donc on est plus baigné dedans, et il n'y a rien à faire. Quand t'es pionnier, que tu l'as tout créé à partir de zéro, je pense à ceux qui ont commencé. T'as UPE qui a commencé lui il y a plus de 10 ans, je crois. Il a dû venir avec sa pioche et creuser le monde du stand-up, quoi. Et c'est lui qui l'a créé, enfin lui et d'autres. Alors que nous, le chemin, il est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus tracé, quoi. Mais justement, c'est pas compliqué parce que dû au fait que vous êtes beaucoup, qu'il y a beaucoup de stand-uppers aujourd'hui. Mais où il y a de la place pour tout le monde. Il commence à avoir une vraie pression après le Covid. Il y a eu une vraie pression des nouvelles scènes. Et là, il y a Bilal qui a ouvert tous les open mic, qui gère un peu tous les open mic. Il y a quasiment que des nouveaux et c'est quasiment tout le temps des nouvelles têtes. Après, il y a beaucoup de gens qui jouent une fois puis qui disparaissent. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé juste à la bonne époque où il n'y avait pas trop de monde et que si t'étais un peu bon et un peu apprécié, tu jouais très régulièrement. Maintenant, les gens connaissent nos têtes. On est une dizaine, une quinzaine, une vingtaine à tourner un peu partout. Les gens connaissent nos têtes. Et donc, pour nous, c'est plus simple parce que on te fait jouer, quoi. Donc, c'est plus compliqué maintenant pour les nouveaux qui se lancent parce que pour avoir leur première scène, il faut attendre des mois. Des fois, ça se passe pas bien. Ils sont découragés. Donc nous, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération où on a commencé au bon moment et on a eu cet effet de levier assez rapide, quoi.
Mais tu parlais de ceux pour qui parfois ça se passe pas bien. Est-ce que toi, t'as eu des ratés aussi sur scène? J'imagine que oui, parce que je crois que vous passez un peu tous par là. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait partie, moi je trouve que ça fait partie du folklore. En fait, quand tu commences le stand-up, tu te dis ouais, j'ai pas envie de me prendre des bides. Et puis avec le recul, quand t'es avec tes potes et que tu prends un bide, tout le monde en rigole, c'est marrant. Et tu dédramatises aussi le fait que ça fait partie du travail, quoi. En fait, pour moi, c'est comme si je dessinais un plan et que je le présente au client et il me dit en fait non, je voudrais plutôt que d'avoir la chambre au sud, je la veux au nord. Bah ok, je me suis planté, on recommence. Donc j'ai dédramatisé ça très rapidement et de nouveau j'en reviens aux études, mais quand je faisais un projet et que j'avais un jury, j'avais déjà ce phénomène de ok, tu présentes un projet, tu as travaillé pendant des semaines et on peut te dire en 5 minutes en fait c'est vraiment pourri ce que tu es en train de faire. Donc j'étais déjà un peu j'avais une petite carapace par rapport à ça, ce côté on te juge pour ce que tu as créé pendant comme un fou des fois la nuit chez toi et t'es dégoûté, tu rentres chez toi, t'as envie de tout jeter par la fenêtre. Mais donc oui, des scènes pourries, honnêtement j'en ai pas vécu des dizaines, mais déjà on va jouer des fois dans des endroits très très rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des marchés, on a fait des parcs, on a fait des trucs où les gens t'écoutent même pas. Donc des fois il y a vraiment des scènes qui sont même où c'est impossible de faire une bonne scène parce que juste il y a pas de conditions pour. Il y a pas de bon son, il y a pas de lumière, il y a personne écoute, il y a du vent, il y a de la pluie. Moi j'ai joué sous la pluie. Donc oui, des beats j'en ai eu. Un qui est le plus symbolique, c'est je devais faire ma captation. Tarmac, je sais pas si tu vois, donc c'est une chaîne, c'est un réseau internet de la RTBF, et ils font des captations de stand-up assez régulièrement. Et une semaine avant, je demande à quelqu'un pour pouvoir monter sur scène, pour pouvoir jouer une dernière fois mon 5 minutes que j'allais faire en captation, pour me rassurer en mode ok, comme ça il est prêt. Et en fait ce jour-là, juste, je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui honnêtement, mais juste le public m'a dit non, et ils ont pas rigolé à rien. Et donc, c'était censé me rassurer pour aller faire ma captation, et en fait, c'était une catastrophe. Donc ça, c'était une des plus symboliques. Après, j'en ai eu des parcs où il pleuvait. Enfin bon, c'est la tristesse absolue. Et il y a parfois des fois où tu te disais, cette vanne, elle va fonctionner. Et en fait, elle marchait pas du tout. Ah, mais souvent. Mais non, mais en fait, c'est le principe, c'est que quand t'es écrit chez toi, tu te dis, ouais, c'est trop marrant. Et puis t'arrives sur scène et les gens te regardent en mode de, qui est-ce qui nous veut? Qui est-ce qui raconte? Et en fait, on se rend pas compte, mais des fois, l'idée est drôle, mais la manière dont tu l'as dit, ça fonctionne pas, ou les gens comprennent pas, ou juste les gens trouvent pas ça drôle, et c'est possible aussi. Et en fait, de nouveau, une fois que tu dédramatises ça, ça fait partie du boulot, quoi. Ça fait partie du boulot d'essayer et ok, t'as un public qui te dit oui, non, et si c'est non, soit tu la retravailles, soit tu la jettes et tu passes à une autre. Mais oui, ça nous arrive. C'est le principe même du stand-up, c'est de se prendre des murs, quoi. Il y a un côté où il faut accepter que ton ego va... En fait, non, c'est même pas ça. Je pense qu'il faut enlever ton ego du jeu. Ah oui. Parce que si tu prends tout au premier degré et tu peux vite tomber dans ce jeu-là, parce que quand tu crées des trucs artistiquement, tu y mets un peu ton cœur ou ton... Il y a un peu de toi là-dedans. Et en fait, il faut enlever cette partie-là parce que sinon il y a vraiment des scènes où tu peux te sentir vraiment nul. Et puis, en fait, il y a un truc... moi, je suis très... J'essaye de pas être euphorique quand les scènes se passent très bien, et j'essaye de pas être déçu quand elles se passent mal. J'essaye un peu de trouver un équilibre pour me dire ok, c'est bien, mais ça fait partie du jeu, que des fois c'est bien, et des fois je me dis c'est nul, mais ça fait partie du jeu. Et du coup ça enlève ce côté ok, ton ego prend des coups, quoi. Ce qui doit être dur aussi, c'est que tu dépends des gens que tu as en face de toi et de la façon dont eux vont prendre ce que tu dis, mais tu ne contrôles pas ça. Non. C'est très vrai, parce que des fois tu fais les mêmes blagues exactement et t'as des applaudissements, et puis t'as des gens qui juste le jour après te sourient en mode ouais, c'est mignon, mais voilà, quoi. Je pense qu'avec l'expérience, c'est d'essayer d'arriver à... Moi je pense que maintenant c'est sur ça que j'essaie de travailler, c'est d'arriver dans des scènes où tu te rends compte que tous les autres ça se passe pas très bien,
Et tu te poses la question, moi je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui fait que des fois, il y en a un parmi les 5 ou les 6 où ça cartonne et les autres, ça se passe pas bien du tout. Et donc j'essaye de plus en plus d'aller chercher le public, d'essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait de moins en moins des publics qui te disent non ou qui sont pas. Mais ça, je pense que c'est l'expérience, le travail, essayer essayer de comprendre pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais j'ai pas encore. Je pense qu'il y a pas de solution parfaite. Je pense qu'il y a personne qui sur 100% des scènes cartonne, mais je pense qu'il y a moyen de réduire la possibilité que le public te dise non par le jeu, par l'écriture, par l'énergie que tu donnes. Enfin, tout ça se travaille pour minimiser le nombre de chances qu'on t'écoute pas ou qu'on n'apprécie pas ce que tu proposes, quoi. On n'en a pas encore parlé, mais tu as aussi écrit et réalisé un court-métrage, Yes. Je vais mourir demain. Yes. Comment c'est né ce projet? Comment c'est né cette envie, alors que c'est pas du tout ton univers à la base? Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il y a une période de ma vie où c'est marrant quand je dis ça, j'ai l'impression, comme dans les interviews de gens connus, il y a une période de ma vie. Alors, non, il y a juste un truc je me suis retrouvé à un certain âge, j'avais 27, 28 ans, peut-être 26, 27, où j'avais fait beaucoup de choses tracées par on va dire, qui suivaient le parcours classique j'ai un diplôme, j'ai un travail, j'ai un chouette travail, je gagne un peu d'argent. Et en fait, je me suis retrouvé à un certain moment à me dire, mais est-ce que j'ai pas envie de faire plein d'autres choses et juste ok, maintenant j'ai ce diplôme, j'ai ce truc qui, au final, va me permettre de vivre tranquillement si j'ai vraiment envie de le faire, mais j'ai envie de tenter d'autres expériences. Et par exemple, je crois que c'était à 26 ou 27 ans, j'ai recommencé le foot en club où j'avais 2 entraînements, matchs, etc. On était payé, tout ça. Alors que j'avais fait 10 ans de foot amateur en me disant, ok, j'ai envie juste de le tenter 1 an ou 2 pour voir ce que ça donne. Et je l'ai fait 2 ans. Puis je me suis dit, c'est cool. C'est la première fois où je me suis dit, ok, tu fais un truc rien que pour toi et te pose pas de questions sur les conséquences, les machins, les trucs. Et quand je me suis blessé au foot et que j'ai décidé d'arrêter, en même temps... je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire des trucs et que c'était un peu marrant et que, en gros, on m'a demandé d'être maître de cérémonie dans un mariage. Il se fait que maître de cérémonie, c'était un mariage suédois et donc en gros je présentais le mariage. Toute la journée j'avais écrit des textes avec quelqu'un d'autre et on présentait. Et en fait au bout de la journée, il y a plein de gens du mariage qui sont venus, ils nous ont dit ouais c'était vraiment drôle, c'était vraiment cool. Et donc je me suis rendu compte à cet âge-là que j'arrivais à écrire des trucs et que les gens aimaient bien. Et à ce moment-là, mon cousin justement commençait le stand-up et je me suis dit ok, je vais peut-être pas faire la même chose que lui. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai écrit une histoire. Et j'en ai parlé avec 2 potes avec qui jouent au foot, un qui travaille dans l'audiovisuel et l'autre qui a fait des études de scénario justement en cinéma. Et ils m'ont dit elle est bien, c'est cool. Ils m'ont dit c'est cool, c'est pas très vidéo. C'était plus un truc littéraire que vidéo. Et ils m'ont dit et donc je leur ai dit ok, je vais un peu transformer. Donc j'ai un peu transformé le truc et je leur en ai parlé. Ils m'ont dit tu sais quoi, viens, on le fait quoi, on va le tourner. Et donc je me suis retrouvé embarqué dans un truc qui a duré 1 an et demi où là justement je travaillais encore, donc j'allais au bureau toute la journée. J'avais vraiment des doubles journées en fait. J'allais au bureau, je rentrais chez moi vers 18h, je faisais une sieste et puis je travaillais jusqu'à 2h du matin et je faisais que de l'écriture et puis une fois l'écriture passée, c'était organiser le tournage, trouver les acteurs. Mon pote avait heureusement tout ce qui était lumière et caméra, mais c'était enregistrer les voix off. On a fait une musique, on a fait plein de trucs. Même aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai fait ça, mais c'était cool parce que je m'étais juste dit aucune limite. T'as envie de faire un truc, fais-le. Comme t'as fait le foot là, tu t'es remis au foot, fais-le à fond et te pose pas de questions quoi, parce que effectivement le monde de l'audiovisuel, quand tu n'y connais rien, si tu regardes toute la liste des choses qui sont très compliquées à faire, tu te dis en fait je le fais pas. Et je me suis juste dit vas-y fais-le et puis on verra bien. Et en fait plus t'avances, plus c'est impossible de retourner en arrière. En plus ce que j'avais fait
Et d'un côté, c'est con, mais en même temps, je trouve que c'est bien. C'est que j'avais annoncé à tout le monde, ok, je vais faire un court-métrage. Dans X mois, je sors, quoi. Et en fait, je m'étais mis une sorte de pression qui était cool parce que du coup, je me suis dit, bah, maintenant, je vais pas décevoir tout le monde, je vais le faire, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout. Et on s'est retrouvés 1 an et demi plus tard. J'ai une ancienne collègue qui m'a vraiment aidé à gérer tout j'allais dire le chantier, parce que c'est une pote archi, du coup, c'était un peu ça, mais toute l'organisation du tournage, etc., etc. J'ai fait le montage moi-même, donc j'ai appris à faire du montage. Donc mon pote qui travaille dans l'audiovisuel m'a aidé, etc., etc. Et on est arrivé 1 an et demi plus tard avec un film de 38 minutes. On l'a projeté devant 350 personnes au cinéma galerie. Enfin, c'était. Et en fait, quand je me suis retrouvé là face au public et que j'expliquais le projet et que de nouveau les gens, quand ils ont vu le court-métrage, où ils se sont dit bon, mais un archi qui a jamais rien touché, un court-métrage, ça va ressembler à rien. Enfin, bon, c'est tous mes potes, donc ils sont venus. Il y avait en fait, et après il y avait des potes des potes. Enfin, donc il y avait vraiment beaucoup de monde et en fait tout le monde était étonné en mode ok, c'est vraiment un vrai court-métrage, quoi. Mm-hmm. Et même si maintenant il y a plein de trucs que j'aurais fait différemment, évidemment, mais on avait fait une expo et tout, on avait expliqué tout le parcours, comment on en était arrivé là, etc. Et tout le monde était étonné en mode ok, quand il a dit qu'il fait un court-métrage, il fait vraiment un court-métrage, quoi. Et c'était trop cool, et ce jour-là je me suis vraiment dit mais je veux continuer de vivre des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, stand-up, Nexprint et tout ça, quoi. Et t'étais fier de le montrer au public, le résultat final? J'étais hyper fier parce que c'est quand même 1 an et demi de travail. Et moi, je sais pas si c'est une théorie, mais j'ai vraiment un truc, c'est que je me dis toujours, travaille au maximum. Comme ça, tu peux pas regretter que ce soit... Moi, j'étais hyper fier parce que j'avais tout donné, quoi. Pendant 1 an et demi, vraiment, j'avais tout donné dans ce truc. Donc, j'aurais pas pu faire mieux à ce moment-là, avec mes connaissances, avec... Donc j'étais hyper fier parce que ça donnait vraiment quelque chose. Enfin, il y avait, je sais qu'il y a des concepts, et comme j'aime bien les concepts, il y a des concepts qui ressortent, il y a des trucs, tout n'est pas parfait, le scénario, enfin voilà, il y a plein de trucs que comme je t'ai dit, que je modifierais, mais j'étais hyper fier et en plus, unanimement, bon après les gens vont jamais te dire c'est nul, mais unanimement, les gens étaient ils trouvaient ça incroyable, mais étaient surpris du résultat final qui était qualitativement, je pense, en termes d'image, en termes de son, était très pro. Et donc même aujourd'hui, quand les gens m'en parlent, je leur dis, si vous voulez regarder, il est sur YouTube, parce que j'ai pas du tout honte de ça, même si, de nouveau, comme je t'ai dit, si je devais le refaire, je referais plein de trucs différemment, mais comme toutes les œuvres, de manière générale. Et tu joues dedans aussi? Ouais, c'était une première expérience? J'aurais pas dû. En réalité, comme je réalisais que je jouais dedans pour une toute première expérience, déjà le premier jour, je savais pas trop. Heureusement, ce que j'avais fait avec mon pote, c'est que j'avais tout dessiné. Donc j'avais dessiné toutes les scènes en disant ok, c'est ça que je veux qu'on voit, machin truc. Et donc lui, en termes de, c'est lui qui a, c'est pas lui qui a réalisé, mais c'est quasiment lui qui a mis en vidéo ce que j'avais dessiné, quoi. Parce que moi, j'étais censé jouer. Heureusement, j'ai opté pour un court-métrage où il n'y avait pas de voix. C'était que des voix off. Et il y a une explication qui est de nouveau un concept du film, le pourquoi il n'y a pas de voix. Mais du coup, ça, c'était plus simple parce qu'on ne devait pas en plus avoir les gars qui tenaient les micros, etc. Mais c'était très compliqué de tout faire en même temps. Mais en même temps, c'était tellement cool. J'ai appris tellement de trucs. Et c'est ça que j'aime bien dans les nouveaux projets, c'est que quand tu te mets pas de limite, en fait, t'apprends plein de trucs. Et avec le stand-up, je continue d'apprendre plein de trucs, que ce soit la lumière sur scène, le son. Je travaille avec quelqu'un qui m'aide en termes de présence scénique et tout ça. Donc je continue tout le temps d'apprendre et c'est ça qui est hyper... Moi, c'est ça mon moteur, c'est de continuer à toucher à tout, du graphisme à la mise en scène, à la lumière, au son, aux couleurs, enfin à tout, quoi. Et c'est ça que je trouve hyper passionnant, moi. Et t'aimerais bien en refaire un jour, un court-métrage? Mais j'ai écrit une série là qui est en lien avec le spectacle. J'ai écrit la moitié des épisodes, je vais faire une 12aine d'épisodes. Ça va durer en tout, à mon avis, un peu moins d'1 heure, mais qui est une œuvre complémentaire au spectacle que j'aimerais tourner début septembre ou octobre. Et donc oui, là j'essaye d'allier du coup les deux projets que j'ai faits, donc le court-métrage et le stand-up
créer une œuvre qui est... c'est-à-dire que tu peux voir le spectacle, tu peux voir le... Si tu vois le spectacle, tu peux regarder la série et tu vas comprendre plein de trucs. Et si tu regardes la série, le but, c'est que tu aies envie de venir voir le spectacle. Donc voilà, c'est en cours. Mais j'espère que... Et je sais que quand j'ai un truc en tête, je vais au bout. Donc je sais que ça va sortir un jour, mais je sais pas encore quand ni comment. Parce qu'il faut que je trouve les fonds, enfin, il faut que je trouve plein de trucs et que c'est pas toujours facile, mais ça va sortir. Je suis assez confiant sur le fait que ça va sortir. Et t'imagines qu'il y a un moment où l'humour va prendre plus de place que l'architecture, ou pas forcément, tu veux vraiment garder les deux? Honnêtement, de base, c'est vraiment un truc... c'est une passion, c'est un truc que je fais à côté. Alors je sens que petit à petit, je gagne un peu d'argent avec ça, pas du tout assez pour vivre, mais le gros problème, c'est que c'est l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire que moi je suis indépendant, c'est-à-dire que j'ai créé une clientèle depuis quasiment 10 ans, et je peux pas leur dire du jour au lendemain, j'arrête tout, si j'ai pas face à moi une proposition que je peux pas refuser, quoi. Donc... disons que demain on me dit voilà, t'as 50 dates de spectacle sur l'année et tu peux vivre de cet argent pendant 2-3 ans. Je pense que je tenterai l'aventure, mais il faut que ce soit très très concret et je suis pas sûr que dans le monde du stand-up ce soit possible, mais on sait jamais, une vidéo qui explose, un truc sur internet et toutes les salles sont remplies du jour au lendemain, donc je garde les pieds sur terre avec mon vrai métier, entre guillemets. Mais tu considères l'humour comme un métier aussi? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un métier. Je pense que si tu le considères pas comme un métier, tu perds ton... Enfin, soit tu le fais comme une passion, mais du coup, ton but n'est pas d'en vivre. Moi, je fais les deux comme si c'était mes deux métiers. Pour l'instant, j'ai vraiment, en termes de temps, ça me prend mi-temps, quoi, quasi. Ah ouais, quand même. Donc, on verra. on verra. Je me mets pas de pression, mais si on me fait des propositions incroyables, j'aurais du mal à refuser parce que tu travailles aussi depuis 3 ans. En réalité, tu travailles tout le temps les mêmes textes pour arriver à un spectacle, pour arriver à un truc. C'est clair que si on te dit viens jouer en France, il y a des gens qui ont envie de venir voir ton spectacle, je vois pas pourquoi tu dirais non, quoi. Donc j'attends les propositions. Et ouais, tu vas jouer à Avignon bientôt cet été. C'est la première fois que tu joues ton spectacle à l'étranger? En fait, mon spectacle, je l'ai joué qu'une fois pour l'instant. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est fou, c'est que ça va très vite, mais en même temps, c'est très très cool. J'ai déjà été joué en Suisse et en France, mais pas des spectacles. En Suisse, on a joué 30 minutes, je crois, et en France aussi, enfin 20 minutes, des formats plus courts. Mais Avignon, ça va être une expérience, je crois, incroyable. Parce qu'il y a le festival, parce qu'il faut aller trouver le public dans la rue, parce qu'il y a toute la communication, parce qu'en plus on part à 9. Donc il va y avoir l'effet de bande qui va être, j'espère qu'il va être chouette, parce qu'on va être tous dans une villa, avec la vie en communauté, mais tout ce qui va avec, et donc ça va être une aventure humaine assez incroyable. Et potentiellement, si ça se passe bien, tu peux vendre ton spectacle à l'étranger parce que tu as des programmateurs, tu as des... donc ça, seul l'avenir nous le dira ce que ça peut donner, hein, mais je me mets pas trop de pression sur le fait de résultat. Je veux juste... je vais jouer 7 fois mon spectacle là-bas en 2 semaines. Je veux juste en sortir plus fort. Essayer d'avoir des gens dans ma salle quand même les 7 fois où je vais les jouer pour pas jouer devant 3 personnes. Et s'il y a des contrats, tant mieux, c'est que mon travail plaît et c'est que j'ai assez travaillé pour. Donc je ne mets pas de pression, mais j'espère que ça arrivera dans le sens où ça fait quand même quelques années qu'on bosse pour y arriver, donc j'espère que ce sera... que ça portera... Tout ce travail porte ses fruits, parce qu'il faut savoir que tous les métiers artistiques, c'est beaucoup d'investissement pour des fois pas de résultat. Donc peut-être que là, le résultat va arriver, ou pas. On verra. C'est important, en tout cas c'est nécessaire de sortir de la Belgique aussi, pour pouvoir... comme ça, développer son projet, espérer en vivre, ou il y a moyen en restant uniquement dans notre petit pays?
Mais toi, tu connais le monde de la culture. J'ai l'impression, en tout cas, avec l'ancienne génération, que les humoristes belges ont été reconnus que quand ils ont été reconnus en France, en fait. Donc en Belgique, on se dit ah, lui, il est marrant parce qu'on voit qu'en France, il fonctionne. Même les artistes en général. Ouais, c'est ça. Musical, Je dis humoriste, c'est pour ça que je dis tu connais le monde de la culture. C'est souvent un peu dommage parce que on n'arrive pas à voir ce qu'on a sous nos propres yeux. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu passes pas par une reconnaissance de la francophonie dans sa globalité, que ce soit pour toi sur scène ou par des vidéos ou par autre chose, ben, en Belgique, on te met pas beaucoup en avant. C'est-à-dire que dans les surtout de l'humour à la télé ou à la radio, ça commence seulement à se développer. On voit sur Tipeee qu'il y a des chroniqueurs qui viennent du monde de la scène et qu'on côtoie tout le temps. Il y a eu des émissions comme le stand-up show qui sont sur RTL Play ou qui maintenant passent même sur Plug RTL. Donc on sent que ça commence. Maintenant, je sais pas répondre à long terme ce que ça va donner. Après, s'il faut aller en France pour jouer ton spectacle, pourquoi pas, hein. C'est juste, j'ai l'impression aussi que tout passe par les réseaux sociaux, par ce que tu vends de nouveau, le marketing, tout ce qu'il y a autour, et qu'on doit malheureusement, et en même temps c'est normal qu'on ait des produits, quoi, et qu'on doit être des beaux produits pour être vendables. Maintenant, est-ce qu'il faudra passer par la France ou pas, ça, honnêtement, j'en sais rien. On verra Avignon, comment ça va se passer, et puis on verra bien. Et par rapport à tes deux métiers, ton parcours, tantôt tu disais que ton papa était aussi indépendant, mais est-ce que dans ta famille aussi, ça a été accepté et un peu encouragé, ce métier artistique, ou pas forcément ? Moi, j'ai la chance de mes parents m'ont toujours... Surtout que j'ai fait j'ai fait le parcours avec le diplôme, le machin, le truc, et puis à ce moment j'aurais dit écoutez, voilà, moi, je lâche pas tout, hein, c'est même pas comme si j'avais tout lâché du jour au lendemain, écoutez, j'ai envie de tenter des trucs, et ils étaient là, vas-y, tente. Et puis aussi le truc c'est que ils voient que je suis ils ont toujours vu, mes parents, que quand j'ai une idée, c'est pas un truc que je vais faire 2 mois et puis que je vais arrêter. Par exemple, le court-métrage, ils se sont demandé vers où j'allais, mais ils m'ont toujours fait confiance. Et puis ils ont vu le résultat, ils ont fait ah ouais, c'est... Et donc en fait ils me font confiance dans le sens où quand j'ai une idée en tête, je vais au bout. Et j'ai très peu d'idées, mais souvent quand j'en ai une, je vais vraiment jusqu'au bout, et que du coup vas-y, en plus comme je dis, c'est jamais en lâchant tout ce que j'ai, quoi. C'est pas que je peux me retrouver à la rue du jour au lendemain, donc il y a pas de grand risque, et donc ouais, ils ont toujours été hyper derrière moi, hyper content, hyper fier même de ce que j'entreprenais et tout ça. Donc j'ai la chance pour ça que j'ai pas eu de frein, ou des gens qui me tiraient vers le bas, entre guillemets, qui voulaient pas que je fasse ça. Donc non, ça, ils sont hyper cool. Et ils viennent te voir sur scène ? Ouais, dès qu'ils peuvent, ils sont surtout au début, maintenant un peu moins, mais là ils vont venir voir bientôt le spectacle, donc toute la famille sera là. Et ton spectacle, du coup, on peut le retrouver quand ? C'est vraiment une fois par mois, Kings of Comedy ? Oui, c'est une fois par mois au Kings of Comedy Club. Alors pour l'instant, les scènes, les dates sont un peu chaotiques parce que de base, je devais commencer en septembre. Donc à partir de septembre, c'est tous les 2e jeudis du mois. Donc là, c'est très clair. Mais avant, c'est des dates un peu plic-ploc. Là, j'ai joué en avril, mai et juin, c'est des dimanches, mais c'est complet, donc ça, c'est cool. Juillet, c'est un jeudi. C'est le 7 juillet, je le dis comme ça, si les gens entendent. C'est le jour de mon anniversaire. C'est vrai ? Ouais. Magnifique. Il reste une 20aine de places. Écoute, je t'invite si tu veux. C'est gentil. Pour ton anniversaire, t'auras peut-être autre chose à foutre. Et puis, c'est le 4 août. Et puis, toutes les dates, en fait, sont sur le site du Kings. Hein. Mais en gros, c'est à partir de juillet, c'est que des jeudis, quoi. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre justement toutes tes dates ? Sur Instagram et Facebook. Sur Facebook, Lorenzo Mancini, et sur Instagram, lorenzo.mancini. Tu veux le répéter 2 fois comme sur scène ? 3 fois. C'est un petit teaser. Si vous voulez comprendre, il doit venir voir. Mais je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Mais je vais
je vais peut-être être relou sur cette question, mais rien. C'est-à-dire que depuis, j'ai dit, cette période où j'ai fait le foot, le court-métrage, maintenant le stand-up, chaque fois que j'ai un truc que j'ai envie de faire, je le fais. Et je me pose plus trop la question. En fait, je me parle d'insouciance. Je pense que le stand-up, c'est ça. Il faut monter sans trop te poser de questions. Mhm. Je pense que de manière générale, il faut un minimum d'insouciance pour pas... Il n'y a rien de grave, en fait. Il faut tenter les trucs parce que, au pire... à part sauter en parachute, sans parachute, ça, c'est pas une bonne idée. Mais je veux dire... honnêtement, si j'ai envie de faire un truc, je le ferai. Donc... honnêtement, je vais te répondre rien. C'est la première fois qu'on me dit ça, donc c'est bien aussi. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très cool. Merci Lorenzo d'avoir accepté mon invitation. Tous les liens pour découvrir son univers sont dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.